Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 23 septembre, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. C'est historique, après la France hier au soir, Monaco reconnaît officiellement l'État de Palestine. Vous écouterez dans une poignée de secondes un extrait du discours du souverain à l'ONU. À l'occasion du Ballon d'Or 2025, la princesse Charlène a remis le prix Socrates à la fondation Xana, fondée par Luis Enrique, en hommage à sa fille décédée et qui soutient les enfants atteints de maladies graves. Nous reviendrons sur la remise des diplômes des certifications professionnelles de l'Association monégasque des activités financières. Remise de diplôme également de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco en présence de la marraine, son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Le Monaco Yacht Show ouvrira ses portes mercredi, l'occasion de vous faire découvrir les coulisses des derniers préparatifs. Et nous recevrons, pour parler de cet événement, la directrice générale du Monaco Yacht Show, Gaëlle Talarida. La présentation du Salon Ever, qui fêtera ses 20 ans et qui se déroulera les 15 et 16 octobre prochains. Et enfin, la fondation Global Gift donnera un gala à Monaco le 4 octobre. Cette fondation œuvre à travers le monde en faveur des personnes vulnérables. La présentation dans ce journal. Depuis toujours, notre voix, la voix de la principauté de Monaco, s'est élevée pour défendre deux droits indissociables. Celui d'Israël à vivre en sécurité dans des frontières sûres et reconnues, et celui du peuple palestinien à disposer d'un État souverain, viable et démocratique. Aujourd'hui, nous voulons réaffirmer notre soutien indéfectible à l'existence d'Israël. Et nous voulons aussi reconnaître à la Palestine la qualité d'État en droit international, ce que je fais devant vous. Vous venez de l'entendre, c'est historique, le souverain qui reconnaît à l'ONU l'État de Palestine. Il a été applaudi lors de son discours à l'occasion de la conférence sur la solution à deux États présidée par la France et l'Arabie Saoudite. Notre correspondant à New York, Alexandra Pani, était sur place. Ce lundi après-midi marquait une étape historique et symbolique. Une dizaine d'États a officialisé à la tribune des Nations Unies la reconnaissance de l'État palestinien. À l'invitation de la France, le prince Albert II a lui aussi pris part à cette conférence. Je vous propose de revenir sur ces enjeux avec le conseiller ministre des Relations extérieures et de la coopération de la principauté, Isabelle Béraud-Amadei. Monaco a été amené à se joindre à la conférence sur la Palestine qui a été organisée conjointement par la France et par l'Arabie Saoudite. La position de Monaco a toujours été claire sur ce sujet. Nous avons soutenu dans toutes les enceintes internationales le but ultime qui est une solution à deux États, l'État Israël et la Palestine, qui vivent côte à côte, en paix et en sécurité. Alors, je crois qu'on peut dire que le 7 octobre 2023 a véritablement été un moment de bascule. Pour autant, après 2 ans, tous les otages n'ont pas été libérés par le Hamas. En même temps, la situation humanitaire à Gaza est catastrophique et on le constate tous les jours. Et parallèlement, le Hamas n'a toujours pas déposé les armes. Actuellement, plus de 150 États ont désormais reconnu la Palestine et Monaco, aujourd'hui, s'est joint à la voix de ces 150 États. En revanche, je crois qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se bercer d'illusions. Comme l'a dit son Altesse Sérénissime le Prince à la tribune aujourd'hui, la paix ne peut venir que par une volonté commune des deux parties au conflit. Et donc nous espérons vivement que cette volonté commune, nous la trouverons rapidement. On rappelle que même avec cette reconnaissance, la Palestine ne devient pas un État membre à part entière de l'ONU et reste un État observateur permanent, toujours bloqué par le refus, entre autres, des États-Unis, soutien d'Israël. Nous restons à New York pour un tout autre événement. Après son intervention aux Nations Unies, le prince souverain était invité d'honneur de la Foreign Policy Association. Le reportage sur place d'Alexandra Pani et Antoine Ecal. Elle a été créée en 1918. Son objectif, mettre en lumière les enjeux cruciaux auxquels l'Amérique est confrontée aujourd'hui. Indépendante politiquement, la Foreign Policy Association souhaite encourager un engagement éclairé du public vis-à-vis de la politique étrangère des États-Unis et des grands enjeux mondiaux. We continue this mission of educate Americans about international affairs and about global issues that are of concern to the United States. We are very focused at the minute on cultural diplomacy. We believe that when political and security barriers exist, culture can transcend those barriers. And we have just published the inaugural issue
of the Journal of Cultural Diplomacy. And one of our most famous diplomats, George Kennan, stated to the advisory board of the Museum of Modern Art in New York that culture, at the end of the day, is what really binds countries, particularly in times of tension. La Foreign Policy Association a réuni 160 convives ce lundi soir pour son traditionnel dîner d'État où le prince Albert II s'est vu décerner la plus haute distinction de l'organisation. The Foreign Policy Association Medal is conferred upon individuals who have made an excellent contribution to responsible internationalism. And we believe that His Serene Highness Prince Albert fully deserves our medal for his work in terms of conservation of the oceans. We're especially concerned about combating plastic in the oceans, and the environment is of great interest to our membership. We believe more should be done in this area, and we all are feeling the effects of climate change. So this is one of these what we call intermestic issues, where international and domestic interests overlap, and where it's very important for countries to cooperate together. Comme l'a rappelé le prince souverain dans son discours, il est primordial de considérer les océans comme le centre des défis géopolitiques. Et avant de refermer ce volet new-yorkais, des images de l'ouverture du débat général de la 80e Assemblée générale des Nations unies qui débutait ce mardi matin. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement se succéderont à la tribune ces prochains jours. Le prince Albert II prendra lui la parole mercredi matin. C'est un événement attendu chaque année, la 69e cérémonie du Ballon d'Or à Paris. Le Français et joueur du PSG Ousmane Dembélé a remporté pour la première fois le trophée tant convoité. Cette soirée a été marquée également par la remise du prix Socrates par la princesse Charlène de Monaco, prix créé en 2022 par le groupe L'Équipe et l'organisation internationale Peace and Sport. Retour sur cette remise de prix avec notre correspondant à Paris, Justin Adel. C'est une récompense loin d'être comme les autres. Le prix Socrates ne vient pas récompenser une performance sportive, mais plutôt un engagement. Il récompense ceux qui vont au-delà du terrain pour améliorer la vie des communautés. Au théâtre de Châtelet, c'est la princesse Charlène qui était chargée de décerner le prix, inspiré du légendaire footballeur brésilien et médecin engagé. The winner of the 2025 Socrates Award is the Zana Foundation. En 2024, l'Espagnole Jennifer Hermoso avait remporté le prix pour son combat sur l'égalité des genres. Mais cette année, c'est la fondation créée par l'entraîneur actuel du PSG, Luis Enrique, qui est mise à l'honneur. La fondation Xana, baptisée ainsi en souvenir de sa fille décédée il y a quelques années. Une fondation engagée dans le soutien des enfants touchés par des maladies graves. Pour la responsable des champions de la paix rattachée à Peace and Sport, la princesse Charlène était la meilleure personne pour remettre ce prix. Effectivement, donc la princesse, elle incarne parfaitement les valeurs qui sont incarnées par le prix Socrates. Elle a investi de longue date, notamment en faveur de la jeunesse, de l'éducation, de la solidarité. Et c'est ce qu'on cherche à transmettre, Peace and Sport, à travers ce prix Socrates, et toujours de renforcer l'impact sociétal du sport. Avec elle, d'autres champions de la paix ont été conviés à la cérémonie, Peace and Sport étant le créateur du prix Socrates, avec le groupe L'Équipe. C'est très cool d'être ici pour représenter Peace and Sport et la paix de sport, dans la sport, au Ballon d'Or. Des sportifs pour qui l'engagement social à l'extérieur de la pratique sportive est très important. C'est important, on est des porte-parole, on est des voix et forcément le fait que nous on s'engage socialement dans l'inclusion et dans toutes ces choses-là et puis même être quelqu'un un peu d'ancré, ça permet aux jeunes de demain de pouvoir avoir une identité et de se dire ok, il n'y a pas que le sport mais il y a tout ce qui est englobé derrière. Je pense qu'on a une parole et une voix qui porte, il faut bien l'utiliser parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Une voix que Peace and Sport continue de mettre en avant à travers ses champions de la paix et ses actions au quotidien. En tennis, Monaco est monté récemment dans le groupe 1 grâce à sa victoire contre Chypre mi-septembre. C'est en direct sur Monaco Info. Eh bien, le tirage au sort du groupe 1 vient d'avoir lieu et Monaco se déplacera au Kazakhstan en février prochain entre le 6 et le 8. C'est encore à confirmer. Et avec peut-être dans l'équipe kazakh leur joueur numéro 1 qui est actuellement 19e à l'ATP, Alexander Bublik.
La résidence du ministre d'État a accueilli hier au soir la cérémonie des remises des diplômes des certifications professionnelles de l'Association monégasque des activités financières. Le reportage de Christina Petit-Thomel et Julien Logier. Après plus de 10 ans d'existence, ce dispositif a permis de former et certifier près de 200 professionnels du secteur des finances, des certifications qui contribuent à l'attractivité de la place monégasque. C'est une certification qui s'inscrit dans une formation professionnelle, c'est-à-dire que les diplômés à qui nous venons de remettre ce diplôme ont accepté de prendre sur leur temps de loisirs pour préparer des épreuves parallèlement à leurs activités professionnelles. Et donc c'est un engagement bien sûr personnel qui est très exigeant, qu'il convient de relever et de pouvoir naturellement féliciter. Ensuite, cette certification, elle est importante parce qu'elle permet à des cadres, à des personnes qui travaillent dans le secteur financier ici à Monaco, de passer des formations professionnelles qui leur sont nécessaires, notamment dans des domaines comme la lutte contre le blanchiment, sujet naturellement très important pour la place financière de Monaco, au moment où notre État a été placé sur la liste grise du GAFI en juin 2024. Des efforts considérables sont mobilisés par le gouvernement, par les administrations, par les opérateurs financiers, par l'autorité judiciaire, par les organismes de contrôle pour permettre de montrer que la principauté s'organise pour rapidement sortir de cette liste grise. Mais également, il est important aussi de montrer que les professionnels eux-mêmes prennent en main cet objectif pour permettre de former l'ensemble de leurs collaborateurs aux exigences de la compliance, de la certification, et pour rendre aussi plus attractive la place financière monégasque. La formation continue et la montée en compétences sont au cœur des enjeux. Cette année encore, les diplômés témoignent de l'importance de ces démarches. Alors, elles sont essentielles déjà pour la qualité du travail qui est rendu par nos établissements bancaires et sociétés de gestion. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est vis-à-vis de l'extérieur pour donner une image de professionnalisme avéré et certifié des différents acteurs qui sont dans ces différents métiers justement de la finance en principauté. Au total, 20 nouveaux certifiés rejoignent cette année les 181 professionnels déjà diplômés depuis 2022, confirmant ainsi la volonté commune des autorités et des acteurs privés de hisser la principauté au plus haut niveau des standards internationaux. Autre remise de diplôme, on quitte la finance pour se diriger vers la santé, avec celle de l'IFSI et de l'IFAS. Et ça s'est déroulé ce mardi matin en présence notamment de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, marraine de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexandra Paolini. C'est l'aboutissement de plusieurs années d'études intenses, riches en émotions qui débouchent sur un véritable métier passion. Les élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco ont reçu ce mardi matin leur diplôme des mains de son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, marraine de l'Institut. Le point de départ d'un nouveau chapitre de leur vie professionnelle au service de leurs patients. C'est pas qu'un petit bout de papier, c'est 3 années de travail. Ça a été dur, mais parce que c'est un métier qui demande qu'on soit dur avec nous-mêmes, je pense. Donc je suis très fière d'être diplômée aujourd'hui et encore plus de pouvoir exercer au sein du centre hospitalier Princesse Grace, où j'ai fait mes études du coup. Je pense que c'est une vocation et on le sent plus ou moins qu'on est fait pour être dans ce domaine-là. Donc être soignante, je ne savais pas forcément, je me dirigeais dans le domaine de la santé. Et être soignante, c'est vrai qu'on est très proche des patients et c'est quelque chose qui me comble beaucoup. 18 étudiants de la promo IFSI Brigitte Boconne-Pagès 2022-2025 ont été diplômés, ainsi que 17 de la promo aide-soignant IFAS 2024-2025. Durant leur cursus, ils auront développé cette capacité d'écoute, d'empathie aussi importante que la qualité des soins. Objectif désormais, exercer leur métier passion dans les différents services du centre hospitalier Princesse Grace. Le Monaco Yacht Show va ouvrir ses portes ce mercredi pour une nouvelle édition. 560 stands, 120 super yachts seront exposés. Le Port Hercule vit au rythme du Yacht Show. Derrière cette vitrine de luxe, un défi logistique de taille. Sortir, déplacer et installer des bateaux valant plusieurs milliers d'euros. Un balai millimétré où vigilance et sang-froid sont les maîtres mots. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Paolini.
Chaque mois de septembre, Monaco se transforme en véritable chantier à ciel ouvert. Monter le Monaco Yacht Show, c'est relever un défi logistique hors norme. Sur le quai Antoine Ier, le décor prend des allures spectaculaires. On va le mettre là droit, je crois, et après les deux autres comme ça. D'accord. C'est là que s'aligneront les tenders pour être parfaitement présentés au salon. Les bateaux sont d'abord déplacés pour dégager l'espace nécessaire à la rotation de la grue. Ensuite, les élingues sont passées sous la coque pour les soulever. La grue les saisit, les dépose sur des berceaux prévus à cet effet. Puis l'opération se répète avec les autres bateaux. Les contraintes tiennent à la valeur des bateaux qui exigent une attention maximale en matière de protection. Les contraintes de ces opérations, c'est que il y a des grosses valeurs ajoutées sur les bateaux. Donc au niveau des grutages, il faut surtout bien penser à l'élingage et protection. Il faut que théoriquement les clients doivent être présents parce qu'ils sont responsables de leurs berceaux. Les berceaux, c'est ce qui va attenir les bateaux. Donc c'est eux qui nous les fournissent. Donc c'est eux qui doivent être là pour dire où on peut les placer exactement. Parce que c'est des bateaux qui coûtent très cher. Et on veut que les clients soient présents. En cas où il y a quoi que ce soit, on ne peut pas nous reprocher d'avoir fait ça ou ça ou ça. La vigilance est de mise à chaque manœuvre. Le sang-froid s'impose face aux imprévus, notamment quand le vent fait tanguer les coques. Seule la patience assure un levage sûr et maîtrisé. Il faut être très calme, très détendu, très posé, très calme et être patient. Être patient parce que là en plus il y a du vent, donc vous allez voir, ça risque de bouger quand on va commencer à sortir les bateaux de l'eau. Ce qu'on fait, on met des élingues en dessous avec des gens de l'OMM. On va retenir les bateaux parce que avec la prise au vent, une fois que le bateau est décollé de l'eau, il y a du tangage et du ballon. Donc on va mettre des sangles un peu partout pour bien maintenir les bateaux bien en place, de manière à ce que quand ils descendent, on est vraiment bien sur les points d'ancrage conseillés par les propriétaires des bateaux. Le Monaco Yacht Show s'est emballé hors norme où l'extraordinaire devient presque ordinaire, symbole de l'ampleur et du prestige de ce salon. Salon prestigieux, effectivement. Le monde du yachting se retrouve dans un seul port pendant 4 jours, du 24 au 27 septembre. Entre son importance économique, son impact sur l'environnement ou sur la mobilité en principauté. Pour en parler, nous sommes avec la directrice générale du Monaco Yacht Show, Gaëlle Talarida. Bonsoir. Bonsoir. Le Monaco Yacht Show débutera ce mercredi pour que les téléspectateurs comprennent bien. Qu'est-ce que représente cet événement au niveau international dans le monde du yachting ? Le Monaco Yacht Show, c'est le premier salon international pour le monde du yachting. C'est le seul salon au monde qui est dédié à la grande plaisance, c'est-à-dire la production de navires qui dépassent 24 mètres jusqu'à plus de 100 mètres. C'est vraiment un rendez-vous très important pour cette industrie qui a choisi au fil des années le Yacht Show pour présenter ses nouveautés mondiales. Cette année, nous avons 120 super yachts qui sont exposés. La taille moyenne, c'est à peu près 46 mètres et demi, dont 50 nouveautés qui sont présentées pour la première fois au public qui est présent au Monaco Yacht Show. Nous allons accueillir 560 exposants, des exposants qui représentent tout l'écosystème de la grande plaisance et qui viennent apporter un service, un produit qui on va dire, est là pour servir les yachts ou pour les équiper. Donc c'est un marché qui est très vaste au final. Cette semaine, les visiteurs vont pouvoir véritablement se balader dans le salon, visiter différentes zones thématiques où ils vont retrouver ce dont ils ont besoin pour envisager un projet de construction de navire, du designer au chantier naval qui va construire le bateau, mais également tous les prestataires qui vont intervenir à bord de ces produits hautement technologiques. Comme vous pouvez imaginer, ce sont vraiment des pièces, si on peut dire, exceptionnelles, avec ce qui se fait de mieux en termes d'innovation technologique, en termes de design et d'équipement, de choix de mobilier haut de gamme qu'ils mettent à bord de leur bateau. C'est tout ce qu'ils vont pouvoir retrouver en venant visiter le Yacht Show cette semaine. C'est un gros salon. Combien de personnes travaillent pour le bon fonctionnement de ce Monaco Yacht Show ?
Pour ce qui concerne les personnes qui travaillent pour nous, organisateurs, on est cette semaine sur à peu près 400 personnes, puisqu'on est un peu les maîtres d'orchestre de ce grand chantier, avec tous les fournisseurs qui viennent installer en premier lieu leur structure d'exposition. Donc ça a été la première phase de montage du Monaco Yacht Show jusqu'au 15 septembre. Et depuis le 15 septembre, il y a tous les monteurs de stands qui viennent travailler pour le compte des exposants. C'est eux qui arrivent en principauté avec près de 400 semi-remorques pour monter des stands qui sont construits sur mesure spécialement pour le Monaco Yacht Show. Et on a à peu près, donc on a 80% des stands sur mesure. Donc c'est énormément de matériel qui est amené sur les quais du port Hercule. Et pour toutes ces personnes, donc là on dépasse probablement 1000 personnes en plus qui viennent monter les stands à partir du 15 septembre jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous sommes le dernier jour de montage, et qui vont également revenir au moment du démontage à partir de samedi soir, puisqu'ils n'ont que jusqu'à mercredi prochain, 1er octobre, pour démonter leur stand, faire repartir le matériel d'exposition dans les fameux 400 semi-remorques qui viennent de nouveau en principauté, et pour qu'ensuite, nous, en tant qu'organisateurs, on puisse démonter les structures d'exposition, les tentes, puisqu'on a 16 000 m² de tentes qui vont être démontées d'ici le 9 octobre. Nous avons uniquement que 11 jours de démontage par rapport au montage qui se déroule sur 3 semaines. D'accord. On sait que c'est complexe d'installer un événement comme celui-là dans un petit territoire. Certains se plaignent, on le sait, en termes de mobilité. Pour que l'on comprenne bien, le Monaco Yacht Show est un rendez-vous important pour Monaco et notamment pour son économie. C'est un rendez-vous qui est identifié par les autorités monégasques comme étant le deuxième événement pour la principauté en termes de retombées économiques. Ce qu'il faut voir, c'est que ça a un impact positif sur énormément de secteurs d'activité. Le premier auquel on pense naturellement, ce sont bien évidemment les hôtels, mais il y a également tous les restaurants qui sont très chargés cette semaine d'événements, de dîners privés, de cocktails. Nous-mêmes avons recensé plus d'une centaine d'événements privés qui sont organisés par les exposants. Parce que c'est vraiment, voilà, cet événement étant le rendez-vous annuel, ils mettent les petits plats dans les grands, si on peut dire, pour justement activer, animer toute la semaine pour leurs clients privés avec tous ces événements, ces cocktails privés. Et ensuite, il y a aussi énormément de commerces qui travaillent grâce au Monaco Yacht Show, des boutiques de luxe, mais aussi tout ce qui est fleuriste, coiffeur, mobilier, toute la chaîne bien évidemment de services qui intervient sur le Yacht Show, qui sont nos prestataires, en tout ce qui est système audio-vidéo par exemple, électricien, hôtesse, nous-mêmes, donc nous faisons appel à une société monégasque, Monte Carlo Accueil, pour embaucher ce qu'on appelle les hôtes. Ce sont toutes les personnes qui sont avec un polo bleu que vous voyez sur le port Hercule depuis le début du montage et qui s'assurent de la bonne marche du chantier entre le chantier du Yacht Show, qui est un véritable chantier, même si ce sont des structures temporaires, mais qui est soumis aux mêmes règles de sécurité que le chantier de construction d'un immeuble, par exemple, et la ville. Et nous avons aussi des équipes de sécurité. Nous embauchons aussi du personnel qui va s'occuper des voitures de courtoisie, même des marins qui vont conduire nos bateaux. Donc il y a vraiment une économie qui est boostée grâce au Monaco Yacht Show. Même si c'est sûr, on ne peut pas faire un événement de cette ampleur-là sans avoir de conséquences. Ça serait mon rêve. Malheureusement, je n'ai pas de baguette magique. Quand j'expliquais sur ces 16 000 m² d'expo, ça génère énormément d'allers-retours de semi-remorques, mais on a vraiment travaillé au fil des années avec les services de l'État pour optimiser tous nos processus logistiques qui sont extrêmement précis. Pour vous donner une idée, nous faisons des convois de semi-remorques à partir de la zone logistique du PAL à Nice, qui est située à côté du stade Saint-Isidore, pour pouvoir cheminer, accompagner les camions pour qu'ils ne se perdent pas en principauté quand ils arrivent. Et donc ça, c'est en place depuis le 15 septembre jusqu'à ce soir. Et ça sera de nouveau activé à partir de dimanche 28 septembre jusqu'au terme de départ des exposants, c'est-à-dire le mercredi 1er octobre, pour vraiment faire que cette grande logistique très compliquée puisse être plus minime en termes d'impact sur la circulation de la ville. Le Monaco Yacht Show se déroulera donc à partir de demain et jusqu'au 27 septembre, évidemment du côté du port Hercule. Gaëlle Talarida, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir sollicité.
À moins d'un mois de l'événement, les organisateurs du salon Ever Monaco ont dévoilé ce matin les grandes lignes de ce rendez-vous consacré aux énergies renouvelables et à la mobilité durable. Et pour la première fois, Ever s'installera au One Monte Carlo. Reportage de Devika Guéranfard. Depuis 20 ans, Ever Monaco s'impose comme une vitrine des innovations en matière de mobilité électrique et d'énergie renouvelable en principauté. Cette année encore, l'événement accueillera des entrepreneurs visionnaires venus présenter leurs solutions pour une mobilité propre et durable. Qui dit 20e édition, édition exceptionnelle, donc ce qui attend, on va plus se recentrer cette année sur les conférences habituelles, les tables rondes, auxquelles on rajoute 3 conférences spéciales sur la RSE et le luxe, une sur la RSE et le luxe, une sur ce qui s'est passé pendant 20 ans de mobilité et l'évolution de la mobilité en Principauté de Monaco, et une sur le futur. On essaie de donner beaucoup plus d'importance à l'innovation avec le concours Startup qui est pour la première fois très très bien doté, puisqu'il y a globalement, si on regroupe tous les prix, on est plutôt à une remise de prix qui tournera autour de 20 000 €, alors que sur les autres années, on était beaucoup plus bas. Un anniversaire placé sous le signe de l'innovation, mais aussi de la fidélité. Les partenaires historiques comme la Fondation Prince Albert II et la SMEG restent au rendez-vous. Rendez-vous donc le 15 et le 16 octobre prochain pour un aperçu du futur en Principauté. La fondation Global Gift, qui œuvre à travers le monde en faveur des personnes vulnérables ou en situation d'exclusion sociale, va bientôt donner un gala à Monaco. Un projet porté par Camille Gottlieb et Mehdi Anthony. Les deux amis de longue date ont tenu une conférence de presse ce matin à l'Hôtel de Paris pour dévoiler les contours de l'événement. Théo Schumer et Lionel Bernardi y ont assisté. La Global Gift Foundation a tenu bon nombre de galas depuis sa création en 2013 par l'actrice espagnole Maria Bravo, mais jamais à Monaco. C'est ce qui a donné l'idée à Camille Gottlieb et Mehdi Anthony à la tête de leur société de consulting en événementiel depuis près d'1 an. Objectif, apporter un soutien non lucratif à cette fondation depuis la Principauté. La fondation Global Gift a pour objectif donc, de récolter des fonds pour leur association aussi, pour faire marcher le bon fonctionnement de l'association et pour aussi faire les Casa Global Gift, qui sont plutôt en Espagne, si je ne me trompe pas. Et ensuite redistribuer à plusieurs associations dans le monde pour aider les familles qui sont vulnérables avec des enfants malades ou qui n'ont pas les moyens de reconstruire leur maison, ou pour des centres d'accueil aussi pour des femmes ou des familles qui sont complètement vulnérables. Pour soutenir toutes ces personnes, le gala, dont les places varient de 1 500 à 5 000 €, proposera un riche programme, composé entre autres d'une vente aux enchères de silos d'exception avec des sponsors comme APM et la SBM, ou encore d'un concert des chanteuses Vita et Christina Milian. Je pense qu'en fait c'est un événement qui va prendre de l'ampleur d'année en année, parce qu'en plus on connaît Monaco, quand c'est une première on est tous un petit peu, bon on regarde mais de loin c'est bien, mais est-ce qu'on s'implique vraiment tous ou pas ? Et je pense que ça va être une vraie réussite cette année. Et je pense que d'année en année, ça va devenir vraiment un rendez-vous incontournable de par l'événement lui-même, les personnalités qui regroupent. Et donc je pense vraiment que moi je pense que ça va durer très longtemps et ça va être un très bel événement. Pas moins de 200 personnes sont attendues à la Salle Empire samedi 4 octobre, dont la princesse Stéphanie, le pilote Arthur Leclerc, le rappeur Daddy Yankee ou encore, et bien sûr, l'ambassadrice du Global Gift, l'actrice américaine Eva Longoria. L'industrie monégasque du tourisme d'affaires a été triplement récompensée lors de la cérémonie des MIT Awards 2025. Ce rendez-vous du monde des congrès et des salons se tient traditionnellement en septembre à Londres. La Principauté a été distinguée 3 fois. Ainsi, pour la 3e année consécutive, la Convention Bureau de la Direction du Tourisme et des Congrès à Londres a remporté le Gold Award dans la catégorie Best Overseas Convention Bureau. Le Grimaldi Forum a lui aussi été de nouveau distingué avec un Gold Award dans la catégorie Best Overseas Convention Center. Et enfin, l'agence Rising Stone Event s'est vue attribuer le Silver Award dans la catégorie Best Destination Management Company. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées aujourd'hui aux derniers préparatifs avant l'ouverture du Monaco Yacht Show ce mercredi. Juste après ces clichés, la météo présentée ce soir par Alban Gingembre. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle édition mercredi à 19 h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, pas de grands changements. Demain, Monaco sera clairsemé de quelques nuages, mais le bleu du ciel restera visible. Un temps lumineux. Côté température, on est sur une pente descendante avec des valeurs qui diminuent petit à petit pour entrer dans l'automne. Le thermomètre affichera entre 16 et 21 degrés. Le mercredi 24 septembre, nous fêtons les Tecles et comme chaque mardi, un point sur la météo de l'eau avec la Société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur est orange, ce qui veut dire que les sources de la principauté ne couvrent que 15 à 25% de notre consommation en eau, des chiffres qui nous rappellent que l'eau est une ressource précieuse. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.